Bonjour à toutes, vous m'entendez bien? Oui. Alors, je me présente, je m'appelle Magdalena François-Turin, donc je suis directrice de l'Executive Education à Montpellier Business School, qui est une école de commerce qui a fêté l'année dernière ses 120 ans et qui est une école particulièrement intéressante dans le cadre du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, puisque c'est la première école de management qui a accueilli des femmes dans ses promotions au début du XXe siècle. Fin du 19e, début du 20e siècle. C'est aujourd'hui en France l'école de la diversité, c'est aussi l'école de l'égalité des chances. Nous avons une très grande diversité à la fois sociale et culturelle dans nos promotions, puisque aujourd'hui c'est la seule école de management en France mais aussi dans le monde qui accueille dans ses promotions 30% d'étudiants qui sont issus de CSP modestes, voire défavorisés. Ceci grâce à un programme qui a été construit au cours des 25 dernières années, qui a toujours été extrêmement cohérent et extrêmement tourné vers l'humain d'abord, en donnant à chacun et chacune les moyens d'accéder aux formations qui l'intéressaient. Je vous parle 2 minutes de mon parcours, juste pour vous dire d'où je viens et qu'est-ce qui nourrit ma vision en fait de la formation et de ce que peut être un projet professionnel. J'ai fait des études d'histoire-géographie, ici même à Lyon, à l'École normale supérieure. C'est avec beaucoup d'émotion que hier soir, je me suis baladée dans les lieux que je fréquentais il y a très très longtemps. J'ai ensuite fait une école de commerce puisque je m'étais spécialisée en histoire économique. Dans ce cadre-là, je suis partie faire mon année de césure à 22 ans à Hong Kong dans un cabinet de conseil. L'année de césure est devenue une deuxième année d'emploi, donc j'y suis restée 2 ans. Au terme de ça, je suis partie en Thaïlande finir ma formation en faisant un MBA dans un institut de technologie qui est basé à Bangkok. Je suis rentrée à l'issue de cette formation chez EDF pour travailler sur un projet hydroélectrique. Et ce qui a été le début de 10 ans de carrière au sein d'EDF, d'abord sur de la gestion de projet, puis sur des fonctions de chef de cabinet et ensuite de DRH qui m'ont conduit de Bangkok à Pékin, puis de Pékin à Houston sur mon dernier poste chez EDF qui était un poste de DRH Amérique du Nord, Amérique du Sud. Je suis rentrée à Montpellier il y a 1 an, c'est ma ville natale, pour prendre le poste de directrice de l'Executive Education au sein de l'école, pour mettre en fait au service de la communauté qui était ma communauté d'origine, tout ce que j'ai pu apprendre au cours de mon parcours et ce qui me semble pouvoir servir et nourrir un projet professionnel. Aujourd'hui, ce qui me semble extrêmement important, c'est de comprendre à quel point l'individu est au cœur de l'articulation entre formation et projet professionnel. En 2015, l'emblématique patron de Tesla, Elon Musk, était intervenu lors du CES, qui est le plus grand salon de technologie aujourd'hui, un des plus grands salons de technologie au monde, qui a lieu à Las Vegas chaque année, et il a dit, interviewé par une journaliste, la plus grande erreur de management que j'ai faite, c'est de beaucoup trop me concentrer sur les compétences et pas assez sur les personnalités. Avoir du cœur, ça compte. Et c'est une phrase qui m'a énormément marquée parce qu'elle a eu un grand écho pour moi en tant que manager, mais aussi par rapport à ce que je voyais et j'entendais des personnes qui définissaient leur projet professionnel par rapport à un plan de carrière sans se préoccuper de ce qui les animait, des rêves qui les animaient, des aspirations qui les animaient profondément. Et finalement, derrière, il y a la question de pourquoi est-ce qu'on fait une formation en fait. Et la question de pourquoi vous faites une formation, c'est pourquoi vous vous levez le matin. Est-ce que c'est pour votre Rolex à 50 ans? Est-ce que c'est pour prendre la place de votre boss ou une place en CODIR, qu'elle soit celle de votre boss ou pas? Est-ce que c'est pour les horaires que vous ont imposés les autres? Ou est-ce que c'est pour mettre en œuvre vos rêves, vos aspirations, et parce que vous avez un projet de contribution au monde qui vous entoure et que vous voulez vous donner les outils, vous donner les moyens de réaliser ce projet? La manière dont on conçoit nos programmes de formation au sein de Montpellier Business School, pour l'ensemble de nos programmes d'Executive Education, est centrée vers l'humain. Ça commence par vous, ça commence par les participantes à nos programmes de formation. Quel est votre rêve? Pourquoi vous venez vous former? Et qu'est-ce qui vous anime? Quel est le projet professionnel pour lequel vous allez avoir besoin d'outillage? Ce qu'on va vous apprendre en fait au sein de nos programmes de formation, c'est pas uniquement des savoirs. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'une école de management, vous n'avez plus besoin d'une école tout court en fait, pour apprendre à faire pour apprendre des choses, pour apprendre du contenu, pour avoir accès au savoir.
Alors, si j'ai choisi Serena Williams, que j'aime beaucoup, c'est pas pour sa tenue qui a défrayé la chronique de manière absolument scandaleuse à mon avis, c'est pour ses compétences. Le cycle de la compétence s'articule selon 4 étapes. Si on prend l'exemple du tennis, quand on commence, le premier rapport à la compétence, c'est l'incompétence inconsciente. On regarde Roland Garros et on se dit, ouais, bon, enfin, c'est facile, hein, on prend une raquette, on tape dans une balle, pas l'air très compliqué tout ça. Bon, tu fais un fond de son canapé, c'est facile. Et ensuite, on va passer à la compétence. La deuxième étape du cycle de la compétence, c'est l'incompétence consciente. On se dit, tiens, c'était sympa de regarder Roland Garros, je vais peut-être aller prendre un cours de tennis. Donc on s'inscrit dans un club de tennis et puis on prend un cours de tennis. Et puis on se dit, ah mince, ça va pas du tout là où je veux la balle en fait. Et je bouge trop la zapette, non? Je bouge trop le fil, c'est ça? D'accord. Je vais essayer de ne plus toucher du tout le fil, donc plus bouger cette main. Et donc là, on passe à l'incompétence consciente. On se rend compte qu'on ne sait pas et on va aller acquérir les compétences qui vont nous permettre de savoir. Au bout de quelques mois, quelques années, on apprend à jouer au tennis, on est bien, on est confortable sur le court, on dispute des matchs, on arrive même à en gagner. On pense toujours à où est-ce que je mets mon coude, où est-ce que je mets mon poignet, etc. On est dans le domaine de la compétence consciente. Donc on est dans le domaine d'un professionnel qui fait son activité. Et puis arrive le moment où on passe dans la compétence inconsciente. Donc là, on est dans l'expertise totale. On est au niveau de Serena qui, effectivement, aura peut-être des difficultés à donner des cours de tennis. Parce qu'il y a des choses qui sont devenues tellement automatiques chez elle, mais aussi tellement personnelles, tellement profondes dans ses réflexes de jeu, dans ses réflexes de pratique, qu'elle va avoir du mal à les expliquer à un enfant de 5 ans qui commence sur le cours. Donc quand on veut transmettre de la compétence, on a besoin de revenir, quand on est un expert, au niveau de la compétence consciente, qui nous permet d'expliquer comment on aborde un sujet ou un domaine. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que, encore une fois, ce n'est pas des savoirs qu'on vient chercher quand on se forme, on vient répondre à la question de quel est mon projet professionnel. Les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui ne sont pas du tout plus compliquées que celles qu'ont rencontrées les générations précédentes. Si je vous donne un exemple, on va prendre un exemple qui va parler à tout le monde, l'exemple de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un sujet 2018, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un sujet, une problématique depuis à peu près les années 50, les années 1950. C'est un sujet qui a fait l'objet de désintérêt, puis d'intérêt, puis à nouveau de désintérêt, puis à nouveau d'intérêt. Aujourd'hui, ce qui en fait un sujet extrêmement important, c'est que depuis les années 50, il y a la question de la donnée, du volume de données qui est disponible pour créer de l'intelligence artificielle. Mais le sujet en soi de l'intelligence artificielle n'est pas du tout nouveau. Aucun des sujets auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient technologiques, économiques, humains, ne sont nouveaux. Toutes les générations qui nous ont précédées y ont été confrontées dans exactement les mêmes proportions que nous. Ce qui change, c'est nous. Donc à chaque génération, il faut réapprendre à redonner du sens au monde qui nous entoure. Ce qu'on va faire dans un programme d'Executive Education pour que ça ait du sens versus délivrer des savoirs, donc apprendre des choses, ce que vous pouvez faire en allant tout simplement sur Google, qui est aujourd'hui le plus gros concurrent de n'importe quel organisme de formation, c'est qu'on va en fait partager avec vous une vision du monde, un savoir voir, un savoir entendre, un savoir analyser, un savoir sentir, un savoir comprendre, qui va en fait être une nouvelle approche de nos problématiques qui va nous permettre de développer une vision du monde d'aujourd'hui, dans laquelle on va pouvoir construire un projet professionnel qu'on va inscrire dans le monde de demain. Quand vous commencez à aborder la connaissance et la formation de ce point de vue-là, ça n'a plus d'importance en fait d'être en situation d'expertise sur un sujet. Ce qui est important, c'est d'être capable d'être agile, d'être adaptable et surtout d'être prêt, mais aussi d'être dans une situation d'envie, de curiosité par rapport à tous les défis qu'on va devoir rencontrer demain. Que vous soyez aujourd'hui dirigeant d'une multinationale avec 160 000 employés qui vous rapportent indirectement, ou que vous montiez aujourd'hui votre auto-entreprise et que vous veniez dans ce salon parce que vous avez besoin de code et que vous avez envie de savoir comment est-ce que vous allez aborder tous ces sujets qui sont nouveaux pour vous, vous allez être confronté à des problèmes qui sont extrêmement complexes. Et la manière dont vous allez aborder cette complexité, c'est ça que vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'être outillé pour aborder la complexité. Parce que la plupart des problèmes auxquels vous allez être confronté, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur,
ce sont des problèmes qui ont plusieurs causes et qui n'auront pas qu'une seule solution. Aucune de nous ne seront la solution à la fin dans le monde, aux problématiques d'éducation, à l'intelligence artificielle, mais en revanche, chacune d'entre nous peut, dans son activité, avoir des idées, des solutions qui vont contribuer à la résolution de ce problème. Et pour cela, développer des savoir-être, de leadership, d'appréhension des problèmes, qui vont permettre de développer ensuite un vrai savoir-penser différent par rapport au monde. C'est, nous, la manière dont on approche la formation professionnelle continue. Alors, une fois qu'on a un rêve, une fois qu'on est clair par rapport à ce rêve et qu'on sait comment s'aligner, en fait, se mettre en cohérence par rapport à ce rêve-là, comment est-ce qu'on le met en action et comment est-ce qu'on le met en question? Il y a plusieurs choses qui sont extrêmement importantes. Tout d'abord, pour la mise en action, c'est les compétences techniques que vous allez acquérir. Mais encore une fois, la manière dont on va les délivrer dans une formation telle que nous on le fait à Montpellier Business School, ce n'est pas dans une logique d'apprentissage en bloc du savoir, c'est dans une logique de pédagogie inversée où au moment où, dans les travaux de groupe, dans les ateliers, des problématiques vont se poser, des problèmes vont se poser, vous allez amener vos propres problématiques, nous allons infuser, amener le savoir théorique, la compétence dont vous allez avoir besoin pour régler ces problématiques-là. Donc on ne va pas commencer par des cours descendants, on va commencer par vos problématiques. Donc on est dans une logique, dans la formation professionnelle continue, de co-construction, où ce sont les participantes qui vont construire le savoir tout autant que les formateurs. Pour mettre en action son rêve, son projet professionnel, ce qui va être aussi important, j'entendais l'intervenant précédent dire entourez-vous des bonnes personnes. C'est crucial, entourez-vous d'un réseau. Aujourd'hui, posez-vous la question de vous dire où est-ce que vous êtes dans votre réseau. Est-ce que vous êtes à l'extérieur de votre réseau, donc vous connaissez quelques personnes qui peuvent vous aider? Est-ce que vous êtes dans une position un peu plus centrale, où vous êtes en capacité de mobiliser un réseau assez large, ou est-ce que vous êtes au centre de votre réseau, dans une position vraiment de courtier d'influence au sein de ce réseau, où vous êtes en capacité de mettre les gens les uns avec les autres? Vous n'avez pas forcément besoin d'être au centre, mais peut-être que si vous êtes complètement à l'extérieur de votre réseau, eh ben, il faut revenir un peu vers le centre, donc développer ces réseaux-là à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers, encore une fois, et je reviens au début de la présentation, sur la base de projets humains, sur la base de connaissances de l'autre. Rapprochez-vous de gens avec qui vous partagez des valeurs, l'intervenante précédente le disait, avec qui vous partagez une vision du monde, avec qui vous partagez des envies, qui vont aussi peut-être partager vos rêves. Et c'est là-dessus, en fait, c'est sur ces fondamentaux qui sont extrêmement intuitifs, qui sont extrêmement profonds, que des projets et des opportunités vont se créer. Quand on parle de réseau, on a en France souvent une vision un peu opportuniste du réseau. Si on se crée un réseau, c'est pour demander du boulot. Si on se crée un réseau, c'est pour aller chercher du financement. Si on se crée un réseau, c'est pour faire une levée de fonds pour ma boîte. Pas forcément. Se faire du réseau, c'est tout simplement connaître des gens qui vont nous permettre d'élargir notre horizon de pensée, notre horizon de compréhension et de connaissance de ce qui est disponible pour nous. Outillez-vous. Donc, ne restez jamais devant une question en vous disant mais comment est-ce que je vais faire pour y répondre? Déjà, recommencer aussi par retourner vers Google. Donc, souvent, toutes les réponses sont là. Et demandez-vous qui autour de vous peut avoir la réponse. Moi, je prends souvent l'exemple de LinkedIn parce que LinkedIn, c'est un réseau qui est merveilleux. Si vous avez une question, que votre question elle soit en physique quantique, en gestion d'équipe, en problématique de management ou en financement de la formation dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il y a forcément quelqu'un qui sait. Identifiez un expert, envoyez-lui un message. Personne ne m'a jamais, c'est même pas que personne ne m'a jamais donné l'information dont j'avais besoin, mais il n'y a jamais une seule personne qui m'ait laissé sans réponse dans des contacts ouverts de cette manière-là. Contactez les personnes, posez des questions, dites que vous avez besoin d'aide et les gens vous répondront. Ça fait toujours plaisir en fait d'être sollicité parce que c'est finalement pour la personne qui est en face une reconnaissance de son expertise. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc utilisez ces réseaux, demandez de l'aide et ne partez jamais du principe que vous ne savez pas, que ce n'est pas possible. Je sens que Laura, qui est au fond de la salle, qui est une des participantes du programme MBA de Montpellier Business School, est en train d'attendre une phrase que je répète tout le temps aux étudiants, c'est que rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Donc ne restez jamais devant un problème, ne restez jamais devant une question en vous disant « Ah oui, mais ça, je ne vais pas pouvoir le faire ».
Je ne vous dis pas que ça va être facile, et souvent, surtout quand on est dans une logique de reconversion, de création d'entreprise, ça va être extrêmement difficile. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Moi, il y a eu plein de moments dans ma carrière où j'ai eu... Merci beaucoup. Merci. Merci. Et comme il n'y a pas de hasard, eh bien, ce sera une transition toute trouvée vers vos questions. Merci pour votre attention. Oui, bonjour. Bonjour, voilà, ça fonctionne, oui. Oui, alors c'était par rapport au réseau LinkedIn, pardon. Donc, c'est vrai que j'ai un compte, je m'en sers jamais. Enfin, pour être honnête, je m'en suis jamais servi. Et donc, vous me dites que c'est un réseau vraiment à privilégier au niveau professionnel. Donc, pour les questions qu'on peut poser, c'est forcément quelqu'un qui est déjà dans notre réseau, ou bien on peut demander comme ça à n'importe qui, enfin, un peu à des inconnus. Alors après, vous allez avoir, il y a deux parties en fait Ouais. dans votre question. Il y a la partie, est-ce que je peux contacter n'importe qui, et même si je ne connais pas ces personnes-là? Ma réponse est clairement oui. Et encore une fois, il faut faire attention à nos propres biais culturels. Dans un contexte franco-français, quand on contacte quelqu'un, il faut le connaître. Il y a un certain décorum autour de la manière dont on va contacter une personne. On va utiliser des formules de politesse assez riches. Je ne dis pas qu'on est le seul pays dans le monde à le faire, mais on reste une exception à ce niveau-là. Dans des contextes anglo-saxons, dans des contextes asiatiques, on va contacter des personnes de manière beaucoup plus informelle. Et comme on est dans un monde qui est très globalisé, il peut se trouver que la personne qui a la réponse à votre question spécifique, vous identifiez que c'est un chercheur qui est basé au fin fond de l'Australie dans une université, et vous ne l'aurez jamais rencontré, et probablement vous ne le rencontrerez jamais. Donc en termes de est-ce que c'est poli, est-ce que ça se fait? Bien évidemment. Exactement comme dans un networking, vous savez qu'il y a une personne qui travaille sur votre sujet, mais il n'y a personne pour vous introduire vis-à-vis de cette personne. Allez-y, tendez la main, faites un sourire, dites bonjour. Personne n'a jamais refusé un contact établi de manière tout à fait simple, et on comprend très bien qu'on est dans un contexte social et que tout le monde est là effectivement pour échanger et pour partager. Sur LinkedIn, c'est pareil. Après, il y a la question technique. Est-ce que je peux envoyer des messages à des personnes qui ne sont pas dans mon réseau? Il y a des abonnements premium qui le permettent. Il y a aussi des mises en relation qui le permettent. Donc, vous pouvez tout à fait identifier une personne qui connaît une personne qui vous intéresse et demander une mise en relation. Ou si vous êtes dans un processus de création d'entreprise, vous vous dites, ben, tiens, pourquoi pas prendre un compte premium pendant 6 mois, ou vous êtes en train de chercher du travail, je prends un compte premium pendant 6 mois, le temps de, voilà, de grossir mon réseau, de rentrer en contact avec des personnes. Le meilleur point d'entrée, ça va être un sujet finalement. Parce que si on reçoit aujourd'hui une demande qui est « je cherche du travail », la personne en face va avoir du mal à y répondre. Pourquoi elle va avoir du mal à y répondre? Parce qu'elle sait très bien que l'investissement en temps pour accompagner une demande de recherche d'emploi va être énorme. Et personne n'a beaucoup de temps. Alors qu'en revanche, un chercheur en neurosciences à qui vous allez dire moi, ça m'intéresse le processus d'apprentissage, j'aimerais savoir mieux expliquer aux enfants comment on apprend parce que je veux faire une réorientation professionnelle dans l'éducation de la petite enfance et je suis intéressée par les méthodes alternatives, Montessori, école démocratique, mais je voudrais en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau. Là, il est dans son domaine de plaisir. Il ou elle est dans son domaine de plaisir, de partage, et va prendre le temps parce que ça ne va pas lui coûter beaucoup d'énergie. Ça va lui coûter exactement le même temps que de vous répondre sur votre demande de création d'entreprise ou de recherche d'emploi,
mais pas du tout autant d'énergie. Au contraire, ça va la mettre en énergie parce qu'elle va vous apporter quelque chose qu'elle maîtrise parfaitement bien. Merci. Je vous en prie. Moi, je voulais un petit peu de renseignements sur ce que vous avez dit en première partie, en fait que l'école s'adressait aussi à voilà, des personnes qui peut-être... Oui, tout à fait. Donc, sur la politique sociale de Voilà. Montpellier Business School, donc l'école a été un marquage social extrêmement fort. C'est la seule école de management en France qui est labellisée diversité et égalité professionnelle. Donc, il y a une vraie singularité, une vraie distinction de l'école dans le panorama des écoles françaises, mais aussi des écoles européennes. Et aujourd'hui, nous avons, c'est le résultat d'une politique d'accompagnement, d'accès à la formation qui repose sur la vision du directeur actuel de l'école, Didier Jourdan, qui est directeur de l'école depuis 25 ans. Et moi, il y a une phrase que je n'oublierai jamais. Quand il m'a reçu le premier jour où je suis arrivée pour me souhaiter bienvenue et puis voilà, me permettre d'entrer dans l'école, il m'a dit, vous savez, l'accès au savoir est beaucoup plus important que l'accès à la richesse parce que c'est la condition de la liberté. Et ça m'a énormément marqué parce que c'était dit avec tellement de sens pour lui. Quelqu'un qui, depuis 25 ans, a ouvert cette école. On est aussi la seule école en France à être au croisement entre deux quartiers prioritaires, dont un dans lequel j'ai beaucoup d'attaches. Et donc, on compte vraiment dans l'environnement de la ville. Ça passe par des programmes de bourse, mais ça passe aussi et surtout par le programme d'alternance de l'école. On a aujourd'hui 1300 alternants, on en aura 1500 là d'ailleurs maintenant là, à la rentrée. L'école qui vient ensuite en numéro 2 en a 400 en France. Donc la différence est massive. Alors bien sûr, du coup, comme vous vous en doutez, la réforme de l'apprentissage et de la formation va énormément nous impacter, mais c'est un modèle qui est absolument unique. Le modèle de l'alternance qui permet en fait à des étudiants qui n'ont pas les moyens de financer une scolarité dans une école de commerce et qui ne sont pas boursiers, et bien tout simplement de valoriser leurs compétences en travaillant dans une entreprise 3 semaines en étant en études 1 semaine. C'est difficile, c'est plus difficile que de n'avoir à faire qu'étudier, mais c'est extrêmement enrichissant et surtout on a des taux de placement à la sortie de nos programmes qui sont de l'ordre de 97, 98, 99% à 4 mois. Donc les jeunes qui sortent de ces formations trouvent du travail mais sans aucun problème parce que ça fait des années que l'entreprise les connaît, les forme, etc. La politique d'alternance, le mécanisme de l'alternance, là où il est intéressant, c'est que non seulement c'est l'école qui prend en charge les frais de scolarité, mais elle paie en plus l'étudiant. Donc pour des étudiants de CSP modestes, voire encore une fois très modestes, non seulement ils n'ont pas à payer leur scolarité, mais en plus ils commencent à gagner de l'argent à 18 ans, 19 ans, 20 ans. Merci. Bonjour, moi, je vais juste vous poser une question. Vous parlez justement de l'alternance. Est-ce que pour les adultes, ça existe? Parce que souvent, très souvent, moi je me suis déjà renseignée, il y a le contrat de professionnalisation, voilà, mais c'est vite limité dans l'âge en fait. Oui. Et donc du coup, on a l'impression que c'est pas possible parce que c'est vrai que ça serait une très bonne solution pour avoir de l'expérience, pour se reconvertir par exemple, et en même temps avoir un revenu. Et on se pose la question, comment est-ce que quand on est adulte, on peut vraiment pratiquer l'alternance ou pas en fait? Alors l'alternance, vous allez effectivement l'avoir à travers le contrat de professionnalisation dont l'âge limite a été étendu à 30 ans dans le cadre de la réforme. Au-delà, il y a plusieurs mécanismes qui vont vous permettre d'avoir accès à de la formation de manière financée. Donc tout d'abord, tous les mécanismes de financement de la formation professionnelle. Si aujourd'hui vous êtes salarié, que vous souhaitez vous reconvertir, l'ensemble des formations que nous proposons au sein de MBS en Executive Education sur des programmes longs sont des programmes qui sont enregistrés au RNCP, qui sont enregistrés. Le programme de l'Executive MBA, par exemple, est un double programme, Executive MBA et certification RNCP de niveau 1. Donc il est éligible au mécanisme de financement de la formation professionnelle. Donc à travers un dossier présenté auprès d'un OPCA, vous pouvez faire financer partie ou tout, en fonction de votre dossier, de votre formation. Ça rend la formation accessible et ça fait partie de la stratégie d'accessibilité de nos formations pour l'ensemble des personnes qui ont besoin de se former. Ensuite, il y a si la logique est une logique de recherche de diplôme pour valoriser une expérience
de manière à aller chercher des postes qui sont plus valorisés, plus rémunérateurs. Vous avez travaillé 10 ans, 15 ans dans un secteur, mais vous vous êtes arrêté à un bac plus 2. Et vous savez très bien que si vous avez un bac plus 3, un bac plus 4, la différence en termes de salaire va être de l'ordre de 20, 30, voire 40% selon les entreprises. Nous avons en place un programme qui est très complet de validation des acquis de l'expérience, qui là ne requiert pas de revenir en cours, mais qui va être en fait un diplôme sur dossier. C'est un dossier qui est extrêmement fouillé, qui est extrêmement construit, pour lequel on a une méthodologie qui est très très bien rodée. On va vous accompagner en fait à définir votre projet professionnel, définir pourquoi vous avez besoin de ce diplôme, qu'est-ce que vous recherchez avec ce diplôme, qu'est-ce qui dans votre expérience justifie que vous ayez le niveau d'un bachelor, d'un master, et qui en quelques mois vous permet d'avoir un dossier solide que vous soutenez et qui va déboucher sur la délivrance d'un diplôme. Donc vous pouvez valoriser votre expérience et aller vers un bac plus 3, vers un bac plus 4, vers un bac plus 5 sans avoir besoin de repasser par la case des bancs de l'école pendant plusieurs mois. Si ce que vous recherchez, c'est de la compétence, nous avons des certificats qui sont des blocs de compétences déposés là encore au RNCP et qui sont accessibles à travers le CPF, à travers les financements des OPCA, etc. Merci beaucoup. Oui. Pardon. Est-ce que votre école propose des cours en ligne? Non, non, pas pour la formation professionnelle continue. C'est clairement pas quelque chose sur lequel on a beaucoup de valeur ajoutée. Là où on va avoir beaucoup de valeur ajoutée, c'est comme je vous le disais, c'est sur l'accompagnement personnalisé. Sur l'ensemble de nos programmes de formation en executive education, nous avons des coachs certifiés qui sont aussi des enseignants-chercheurs de l'école et des docteurs en management qui interviennent sur nos programmes de formation et qui vont accompagner l'ensemble des participants et des participantes de manière individualisée. C'est là-dessus qu'on a une compétence distinctive, c'est là-dessus en fait qu'on apporte une différenciation. C'est vraiment dans l'accompagnement de la définition du projet professionnel, de la recherche de la formation qui vous correspond en fonction de votre projet professionnel, et ensuite tout au long de la formation, de l'accompagnement pour assurer la mise en œuvre de votre évolution salariale au sein d'une entreprise ou de votre création d'entreprise. Merci beaucoup.